Le 31 octobre 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité la résolution 1325, reconnaissant officiellement le programme Femmes, Paix et Sécurité, l'impact des conflits sur les femmes et le rôle important que jouent les femmes dans la prévention, la résolution et la reconstruction post-conflit des conflits. Depuis lors, 9 autres résolutions du Conseil de sécurité ont été adoptées, traitant de la participation active et efficace des femmes et de la prévention des violences sexuelles liées au conflit. Le programme Femmes, Paix et Sécurité, communément abrégé en WPS, repose sur 4 piliers: la participation, la protection, la prévention, les secours et le relèvement. Aujourd'hui, 32 pays africains ont adopté des plans d'action nationaux pour mettre en œuvre les FPS. Dans cet épisode, je suis rejoint par Carole Baudouin, chef de la réforme du secteur de la sécurité à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, MINUSCA. Nous discutons de la réforme du secteur de la sécurité et du programme de paix et de sécurité des femmes. Merci, Madame Baudouin, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité identifient la réforme du secteur de la sécurité RSS comme un outil pour leur mise en œuvre. Cependant, une question qui revient sans cesse est celle du rôle que joue ou peut jouer le secteur de la sécurité dans la mise en œuvre du programme FPS. Comment décriviez-vous le rôle du secteur de la sécurité, notamment dans le contexte de vos expériences en République centrafricaine? Le secteur, il ne faut pas le prendre de la façon la plus réductrice, parce qu'encore une fois, ce que nous suivons, particulièrement en Centrafrique, c'est que lorsqu'on en parle de secteur de la sécurité, il y a une réduction uniquement focalisée sur les militaires, la défense. C'est quelque chose de très profond, pas simplement, je dirais généralement en Afrique centrale. Donc déjà, on a un problème de perception. Le deuxième problème aussi que nous avons, c'est qui est en charge de faire la sécurité. Et ensuite, la chose qui est la plus importante, c'est le choix politique. La sécurité est intimement politique et dépend encore une fois de quelle va être la vision des gouvernants, comment ils vont la faire et comment, spécialement dans un complexe de conflit, ils vont accepter de partager cette sécurité, ce système de sécurité avec tous les acteurs, y compris certains groupes armés. Vous avez en fait créé la section RSS dans les opérations de MINUSCA en RCA lorsque vous avez rejoint le pays en 2020. Vous avez également lancé le processus national de RSS pour soutenir le gouvernement centrafricain dans l'élaboration de tous les cadres de sécurité stratégiques et normatifs. J'ai 2 questions à ce sujet. Premièrement, madame, que pouvons-nous apprendre de vos expériences dans la mise en place de sections et de processus de RSS, en particulier lorsque vous réfléchissez aux lacunes dont vous avez été témoin en RCA et dans d'autres contextes? Je suis en Centrafrique depuis 10 ans. J'ai eu la chance je suis arrivée à un moment où c'était la fin de la période de rébellion. Au niveau du gouvernement, de suivre la transition et ensuite de voir arriver les autorités élues. C'est un long processus de 10 ans. Et j'ai mis en place pour la MINUSCA le service. J'ai ensuite été second, je suis redevenue à diriger ce service. Et donc, il m'a fallu aussi m'accommoder aux différents types de leadership que nous avions dans la mission. Et surtout, ce défi d'essayer encore une fois d'expliquer que le processus de réforme du secteur de la sécurité ne se limite pas à l'équipement et à la formation. C'est quelque chose de beaucoup plus long, c'est un changement structurel, c'est un changement organique, c'est un changement de mentalité, accepter la gouvernance. Et ça n'est pas forcément acquis. D'abord, au sein des missions de paix, nous avons des mandats qui nous demandent des résultats immédiats, qui nous inscrivent dans du court terme, alors que
processus RSS, c'est un processus de moyen et de long terme. Ça prend du temps, il faut convaincre. En interne, il faut convaincre, et il faut convaincre aussi nos partenaires nationaux et nos partenaires internationaux. Il est clair que très souvent, au niveau de la partie nationale, ils ont le même appétit d'avoir des résultats rapides, mais vous ne pouvez pas avoir des résultats rapides si les institutions n'existent pas. S'il n'y a pas de gouvernance, il n'y aura pas de performance. Et ça, c'est quelque chose qui est très clair. Alors, nous avons ce combat avec les partenaires nationaux, je dirais, mais aussi avec les partenaires internationaux qui veulent quelque chose de très rapide. L'autre point qui est aussi un des paradoxes à gérer, c'est que le principe numéro 1 est d'avoir un processus de réforme de secteur de la sécurité qui soit national. Et c'est tout à fait normal, choix national. Cela étant dit, il peut y avoir des choix qui ne soient pas forcément compatibles avec des principes de base que nous avons, qui peuvent même être totalement opposés. Et la question qui va être, c'est jusqu'où nous pouvons soutenir si ce processus va même à l'encontre de principes, entre autres, et surtout du respect des droits de l'homme. Donc c'est vraiment, encore une fois, et c'est le contexte que nous avons, il ne faut pas oublier que faire une réforme du secteur de la sécurité dans un contexte de gouvernance normale et dans un contexte de conflit, c'est vraiment différent. Et les enjeux politiques, comme on l'a dit, c'est un choix politique. Quel type de sécurité? Où est-ce que vous voulez aller? Ma deuxième question concerne le soutien aux processus nationaux de RSS et au gouvernement pour développer des cadres de sécurité stratégiques et normatifs. Quelles ont été vos expériences et vos principaux défis dans l'intégration des perspectives FPS dans les politiques, les cadres et pratiques du secteur de la sécurité dans les pays africains? Le premier des défis a été, avant du contenu, d'expliquer l'importance d'avoir ces cadres stratégiques, d'avoir des politiques, d'avoir des stratégies, des références. Éviter, encore une fois, la banque de planification, un manque, et ça a été déjà le premier défi. Le deuxième défi, ça a été, dans ces politiques, de modifier l'approche de la sécurité et de ne pas avoir une approche de sécurité limitée à l'appareil sécuritaire, mais vraiment d'avoir une approche de sécurité humaine, basée sur l'accès. Et donc, c'est vraiment, ça a été vraiment là aussi le deuxième défi, réellement, qu'est-ce que c'est que la sécurité? Comment on peut faire la sécurité autrement qu'avec l'appareil sécuritaire? Inclure dans les documents de tous ces documents stratégiques, tout ce qui était relatif au genre n'a pas été un problème, particulièrement en Centrafrique. Et la Centrafrique est un peu un modèle en matière de représentativité des femmes. C'est le premier pays qui a eu une femme chef d'État durant la transition, qui a une femme qui était présidente de la Cour constitutionnelle. Nous avons des femmes pratiquement dans tous les corps en uniforme, avec des taux qui sont très respectables, contrairement à certains pays. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont mieux considérées. Le premier problème que nous avons, c'est la mise en œuvre de tous ces plans et ces politiques. Alors, c'est pas simplement les plans ou les politiques qui sont du domaine de la sécurité, c'est une généralité. La Centrafrique est dotée d'énormément de plans, de politiques, de stratégies. C'est la mise en œuvre qui va être très importante. Et c'est ça sur lequel il faut être très conscient. Pour les femmes, comme je viens de le dire, elles sont mentionnées, mais si elles vont pas être une priorité non plus dans la mise en œuvre. Et spécialement au niveau de la sécurité, une des raisons, c'est que, je l'ai dit, la sécurité, elle est politique, et la politique et la sécurité est toujours vue comme un domaine masculin, et ce domaine masculin aussi d'un domaine qui peut être à risque. Et une des raisons pour lesquelles les femmes ne sont pas forcément, encore une fois, considérées, c'est parce qu'elles ne sont pas considérées comme un risque politique. Donc, elles n'ont pas dans l'armée les mêmes promotions que les hommes, ça prend beaucoup plus de temps. C'est très frustrant, pas de poste stratégique. Donc, ce sont des paradoxes qui sont à gérer. Et surtout, une chose qui est très importante, c'est qu'on arrive encore une fois à une normalité. Dites-nous, en réfléchissant à vos années d'expérience, comment pensez-vous que la RSS peut être conçue et mise en œuvre efficacement pour garantir l'inclusion, la responsabilité et la durabilité, en particulier dans les contextes fragiles et touchés par des conflits? Le premier des défis a été, avant du contenu, d'expliquer l'importance d'avoir ces cadres stratégiques, d'avoir des politiques, d'avoir des stratégies, des références. Éviter, encore une fois, la banque de planification, un manque, et ça a été déjà le premier défi. Le deuxième défi, ça a été, dans ces politiques,
de modifier l'approche de la sécurité et de ne pas avoir une approche de sécurité limitée à l'appareil sécuritaire, mais vraiment d'avoir une approche de sécurité humaine, basée sur l'accès. Et donc, c'est vraiment, ça a été vraiment là aussi le deuxième défi, réellement. Qu'est-ce que c'est que la sécurité? Comment on peut faire la sécurité autrement qu'avec l'appareil sécuritaire? Inclure dans les documents, de tous ces documents stratégiques, tout ce qui était relatif au genre n'a pas été un problème, particulièrement en Centrafrique. Et la Centrafrique est un peu un modèle en matière de représentativité des femmes. C'est le premier pays qui a eu une femme chef d'État durant la transition, qui a une femme qui était présidente de la Cour constitutionnelle. Nous avons des femmes pratiquement dans tous les corps en uniforme, avec des taux qui sont très respectables, contrairement à certains pays. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont mieux considérées. Le premier problème que nous avons, c'est la mise en œuvre de tous ces plans et ces politiques. Alors c'est pas simplement les plans ou les politiques qui sont du domaine de la sécurité, c'est une généralité. La Centrafrique est dotée d'énormément de plans, de politiques, de stratégies. C'est la mise en œuvre qui va être très importante. Et c'est ça sur lequel il faut être très conscient. Pour les femmes, comme je viens de le dire, elles sont mentionnées, mais si elles vont pas être une priorité non plus dans la mise en œuvre. Et spécialement au niveau de la sécurité, une des raisons, c'est que, je l'ai dit, la sécurité, elle est politique. Et la politique et la sécurité est toujours vue comme un domaine masculin, et ce domaine masculin aussi d'un domaine qui peut être à risque. Et une des raisons pour lesquelles les femmes ne sont pas forcément, encore une fois, considérées, c'est parce qu'elles ne sont pas considérées comme un risque politique. Donc, elles n'ont pas dans l'armée les mêmes promotions que les hommes, ça prend beaucoup plus de temps, c'est très frustrant, pas de poste stratégique. Donc, ce sont des paradoxes qui sont à gérer. Et surtout, une chose qui est très importante, c'est qu'on arrive encore une fois à une normalité. En réfléchissant à vos années d'expérience, comment pensez-vous que la RSS peut être conçue et mise en œuvre efficacement pour garantir l'inclusion, la responsabilité et la durabilité, en particulier dans les contextes fragiles? Le problème d'un processus de réforme, d'abord, c'est toujours la même chose, doit être compris. Accepter le processus et qu'est-ce qu'il y a dans ce processus. On peut tout promouvoir à l'intérieur, sachant que ce qui est le plus difficile, encore une fois, c'est tout ce qui va être les mécanismes de contrôle. C'est pour ça que plutôt que de parler de réforme, il est plus important de parler de gouvernance. La première chose, c'est que ça fonctionne. Très souvent aussi, dans un contexte de conflit, il n'y a plus d'appareil sécuritaire et il faut recommencer à monter un appareil. On ne peut pas réformer quelque chose qui n'existe pas. Donc, on repart pratiquement très souvent à la base. Et c'est là où il faut essayer, et c'est très difficile encore une fois, pas simplement de remonter des armées, pas simplement de remonter des forces, mais de remonter des institutions. Faire énormément de renforcement des capacités et s'orienter sur les organes de contrôle. Je reviens sur le principe de la sécurité, c'est qu'on ne peut pas approcher la sécurité simplement avec l'appareil sécuritaire. La sécurité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste et une approche de sécurité humaine est beaucoup plus équitable, elle est beaucoup plus soutenable et elle sera beaucoup plus acceptée par les populations. L'accès est le plus important. La participation des femmes elles-mêmes est toujours essentielle à ces activités, vous avez remarqué, madame. Alors, quelle stratégie peut être adoptée pour garantir une participation durable et efficace des femmes au maintien de la paix et à la gouvernance de la sécurité en Afrique? Et peut-être pourriez-vous discuter d'initiatives ou de programmes spécifiques menés par MINUSCA qui ont réussi à accroître la participation des femmes dans le secteur de la sécurité? Dans les missions de paix, c'est vrai que pour l'instant, nous avons en uniforme trop peu de personnel féminin en uniforme. Les forces de police, les UNPOL, sont beaucoup mieux équipées en matière de personnel féminin. Pour les troupes, les pays contributeurs, nous avons trop peu de cadres, qui deviennent d'ailleurs très rapidement des cautions morales. Et on doit vraiment encourager les pays contributeurs à déployer beaucoup plus de personnel féminin sur le terrain. Aussi parce que dans tout le travail qu'on fait proche des populations, les femmes sont quand même plus à l'aise, peut-être plus sensibles au contexte, et il nous en faut définitivement. Maintenant, je voudrais aussi refléter au niveau des missions de paix les autres personnels féminins qui ne sont pas en uniforme et qui sont dans le secteur de la sécurité. Trop peu.
Et je prendrai mon cas. Je crois qu'aujourd'hui, je suis la seule femme à la tête d'un service, section RSS au niveau des missions de paix. Ça n'a pas été facile, ça a été un long parcours, parce que la tendance aussi est toujours de dire que les hommes, et spécialement s'ils ont été en uniforme, sont plus adaptés. Ce que je ne confirmerai surtout pas. Voilà, donc ça c'est vraiment un aspect qu'il faut voir. Maintenant, encore une fois, et ça c'est pour ça qu'il faut qu'on change pour donner le bon exemple au niveau des pays. Il y a ce que nous sommes en tant que mission de paix ou mission politique et on doit le faire. C'est pareil au niveau de tout ce qui est accord de négociation. C'est encore un domaine qui donne l'impression d'être réservé aux hommes. Aujourd'hui, quand on voit des équipes de négociation, de négociateurs, combien de femmes sont dans ces équipes? Très très peu. Et si vous nous encouragez les pays africains à avoir plus de femmes dans les équipes de négociation, à avoir plus de femmes dans des postes décisionnels dans les forces en uniforme, il faut qu'on soit les premiers à donner l'exemple. Et pour l'instant, ça reste très très faible. Donc, je pense qu'il y a à revoir une position, des vraies discussions qu'il faut avoir, et peut-être on pourra encourager, et définitivement, il faut les femmes, il faut qu'il y ait une normalisation. Pour l'instant, nous ne sommes pas dans la normalisation. Peut-être un point, c'est que très certainement, peut-être parce que notre approche, elle montre les femmes à trop démontrer une exception, on n'arrive pas à faire réellement convaincre que c'est pas une exception, ça doit devenir une normalité. On doit s'inscrire dans la normalité. Pour l'instant, on n'y est pas et peut-être que nos approches ne sont pas les plus adaptées. Quel rôle les communautés locales et leurs organisations de femmes jouent-elles dans l'élaboration des stratégies efficaces de RSS dans les régions touchées par des conflits? Dans le processus de réforme du secteur de la sécurité, c'est vrai qu'on a un très gros angle sur les institutions. Qui est très important parce qu'il faut des institutions qui fonctionnent. Cela étant dit, et je reviens à cette approche aussi importante qui est celle de ce qu'on appelle l'approche de sécurité humaine, qui est vraiment fondée sur l'accès des populations à leurs droits, et ça se fait au niveau local. Et c'est là où on doit beaucoup plus essayer de développer ces projets de sécurité communautaire, où les populations sont directement, surtout là où il y a des manques, où il y a une absence de la part de l'appareil d'État, qu'on puisse voir comment on peut repenser la sécurité au niveau local en impliquant tous les acteurs, en leur donnant accès à un minimum. Et ça, c'est des services sociaux de base sont essentiels, à du travail, à des centres de formation. Et de voir, encore une fois, comment on peut changer cette approche. La MINUSCA, et ici on est très clair, on a une stratégie politique qui est basée sur la décentralisation et qui réellement travaille à impliquer localement les autorités locales, les préfets, les gouverneurs, les maires et les différentes associations pour justement créer ces espèces d'espaces de paix. Et il est très intéressant de voir que c'est pas simplement donc le service des RSS qui est impliqué, mais c'est également les affaires civiles, les affaires politiques qui travaillent avec ces organes qui d'ailleurs sont des outils très importants pour la mise en œuvre de l'accord politique de 2019 qui a été signé entre la Centrafrique, le gouvernement de Centrafrique et les groupes armés. À l'avenir, surtout à l'approche des 25 ans de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, sur quelles priorités futures devrions-nous nous concentrer pour renforcer l'impact du programme FPS dans les cadres de RSS en Afrique? Je crois qu'il faut... on a une tendance à segmenter, on a des agendas, on a des programmes, on a des SSR. Il faut être beaucoup plus globaux. Il faut arriver à normaliser la situation des femmes. Éviter qu'il y ait systématiquement des agendas à part. Non, ça doit être un lot. Il faut qu'on arrête... Pour avoir travaillé pendant très longtemps, y compris dans la protection des victimes, protection des enfants, c'est une tendance à part. C'est un très long combat. Il faut éviter les segments, il faut éviter les silos. Il ne faut pas qu'encore une fois on considère les femmes comme quelque chose à part. Non, on doit parler en humain, masse humaine. Et on doit arriver à normaliser les relations. Ma crainte, c'est de faire peut-être quelque chose trop à part. Mais une chose qui est très importante, c'est que nous, institutions internationales, nous devons donner l'exemple. Jusqu'à présent, nous aussi. On a beaucoup à discuter entre agences, entre sièges, entre think tanks, mais il faut qu'on revoie aussi notre approche. Et vive les femmes!
Merci, Carole Baudouin, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour cet épisode de She Stands for Peace. En attendant la prochaine fois, défendez la paix avec le programme africain sur les femmes, la paix et la sécurité.